Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors aujourd'hui, une petite étude du jour pour garder la forme. Donc c'est une composition de Zakodiakin. Je vais y arriver, c'est pas facile. Merci Laurent de m'avoir laissé le privilège de prononcer ce nom. Oui, tu l'as très bien fait. Oui, en deux fois. Donc le trait est au blanc. Il faut gagner. Donc, comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo et ensuite, Laurent va nous faire découvrir la solution. Oui, exactement. On va découvrir cette solution qui est assez originale et artistique. D'abord, faisons un petit peu le point sur les forces en présence. On a exactement le même matériel, puisqu'on a une dame, un fou et un pion de chaque côté. Exactement le même matériel, on pourrait mettre un petit bémol cependant, parce que l'un des joueurs a un fou de case blanche, alors que l'adversaire a un fou de case noire. Ce qui signifie qu'en présence des fous de couleur opposée, il y a probablement de bonnes chances d'attaque pour l'un des deux joueurs. Vous savez probablement qu'en finale simple, on va dire, notamment lorsque les fous sont les dernières pièces sur l'échiquier, leur présence favorise plutôt le camp qui cherche à faire nul, le camp qui défend. Mais dès qu'il y a d'autres pièces, et notamment les dames, c'est plutôt le camp qui a l'attaque qui est favorisé par la présence des fous de couleur opposée. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre, mis à part ces fous de couleur opposée? Le roi noir est peut-être plus mal en point, ou en tout cas semble comme ça à l'œil nu, plus mal en point que son homologue, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus proche de l'armée des blancs. Donc on pourrait envisager notamment une dame qui pourrait arriver un jour sur C7, et on verrait ainsi la collaboration entre ce roi sur B8, une dame sur C7, le pion E4 aussi qui mange une case de fuite sur D5. Bref, le roi est au milieu d'une toile d'araignée, c'est jamais très agréable, et justement les blancs vont chercher à profiter de ça. Du point de vue des noirs, on a un pion sur H7 qui n'est pas extrêmement menaçant, qui n'est pas très utile. On pourrait même penser qu'il est là pour empêcher, qu'il a été posté là par le compositeur pour empêcher les noirs d'avoir un contre-jeu basé sur le coup dame H8 échec. Il n'y a pas d'échec à disposition pour les noirs, justement. Le fou sur E7 bloque lui aussi quelque chose, il bloque son propre roi. On va dire que c'est un blocus mutuel parce qu'il ne peut pas non plus donner d'échec sur la case D6. Donc, de manière générale, les pièces noires sont pas très bien coordonnées et automatiquement, ça pourrait laisser du temps à l'adversaire, ça pourrait laisser du temps au blanc pour en profiter. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, c'est pas évident quand même de trouver un premier coup candidat, tout simplement parce qu'on n'a pas d'échec évident à notre disposition. Après le coup E5, on pourrait tout simplement prendre ce pion avec les noirs et remercier l'adversaire pour son cadeau. Et faire un échec avec la dame, ce serait tout simplement abandonner la défense du fou sur C6. Donc, bien que les rôles soient assez clairement distribués, les blancs sont à l'attaque et les noirs vont essayer de se réorganiser, il n'est pas évident de trouver un coup candidat. Pour essayer de s'interroger comme il faut et de trouver le bon coup candidat, on peut s'appuyer sur la présence des fous de couleur opposée, et on sait qu'a priori, notre jeu devrait passer par les cases blanches, dans la mesure où c'est sur cette couleur-là qu'on est assez fort, et deuxièmement, on doit chercher à attaquer le roi noir qui est dans la toile d'araignée, comme je l'ai déjà dit. Peut-être que ces éléments-là peuvent vous aider, ou vous ont aidé, on espère, à trouver le premier coup assez spectaculaire qui est le coup fou D7. Alors Romu, toi tu y aurais pensé tout de suite parce que tu es un joueur très fort et très expérimenté, mais Bien sûr. qu'est-ce que tu aurais donné comme conseil pour penser à un tel coup? Non, déjà, on est dans une étude, donc on sait très bien que la solution, elle est forcément elle sort un peu forcément de l'ordinaire. Donc déjà, ça aide à envisager tous les coups qui sont moins évidents, en tout cas réunis. Souvent, on préconise également, lorsqu'on cherche la solution d'une étude, de faire un coup qui menace quelque chose. Donc là, clairement, fou D7 menace la dame. Donc ça peut être un indice. On voit clairement que tu l'as très bien dit d'ailleurs tout à l'heure, tu as dit la case C7 notamment est une case que la dame aimerait bien viser pour travailler en collaboration avec
avec le roi en B8. Et que le problème principal des Noirs était justement la proximité de leur roi et des pièces blanches. Donc là, en jouant fou D7, on dégage le terrain et on crée non seulement une menace sur la dame, mais on crée également une menace sur le roi, puisqu'on menace dame C7 mat. Donc par exemple, oui, voilà, si la dame bouge, effectivement, dame C7 c'est mat, et on voit bien la parfaite collaboration entre toutes les pièces, puisque le roi défend la dame s'occupe des cases noires, et le fou D7 s'occupe des cases blanches. Et bien sûr, le pion E4 finit le travail en contrôlant la case D5 de fuite. Donc, fou D7, c'est au premier abord, c'est un coup qui est difficile, mais qui en fait est assez logique. Alors, lorsqu'on a eu la chance d'écouter tes explications, mais justement, tes explications, ce sont vraiment les choses auxquelles on doit penser durant notre raisonnement lorsqu'on cherche la solution. Et donc penser aux coups qui sortent un peu de l'ordinaire et qui font des menaces. C'est très important de garder l'initiative. Là, le matériel est équilibré. Donc on comprend bien que si on joue un coup qui n'est pas menaçant, l'adversaire va forcément s'emparer de l'initiative et c'est lui-même qui va essayer de faire des menaces ou qui va consolider sa position et qui va rendre donc notre tâche un peu plus compliquée. Donc il est très important de chercher l'initiative systématiquement. Et là, fou D7, c'est clairement le coup indiqué. Donc là, on comprend bien que roi prend D7 n'est pas possible. J'imagine à cause de dame C8 J'imagine bien, oui. Qui fait une belle bouchée. Profiter de l'alignement. On voit que le coup fou D7 était aussi une sorte de... C'est pas une sorte d'ailleurs, c'est complètement un sacrifice d'attraction. Hein. Attraction, ouais, exactement. Exactement. Voilà. Donc du coup, ça a le mérite de forcer la réponse des Noirs, puisqu'on a dit que si la dame bougeait, il y avait dame C7 mat, il n'y a pas d'échec. Et roi prend D7 n'est vraiment pas bon. Donc la seule réponse plausible des Noirs, c'est bien sûr dame prend D7. Voilà. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une nouvelle fois, le fou s'est sacrifié pour attirer une pièce sur D7. Et attirer la dame sur D7, quel est l'intérêt? Eh bien, on a un alignement avec le roi sur D6 et la dame sur D7, dont on va tirer profit. Alors, comment on peut en tirer profit? Évidemment, en faisant échec, mais maintenant, il faut choisir la bonne case. On a un échec en D2, un échec en D3 et un échec en D1. Pour réussir à choisir entre ces trois coups, il faut évidemment penser à ce qui va se passer ensuite. Lorsqu'on va faire échec sur la colonne D, on va attaquer la dame qui est derrière le roi. Donc le roi va devoir se décaler soit en E6, soit en C6. Et c'est là que la clé va nous être donnée, parce que sur n'importe lequel de ces choix, le roi noir sera toujours aligné avec sa dame, mais cette fois-ci en diagonale. S'il vient sur E6, on sera aligné sur la diagonale H3, C8. S'il vient sur C6, on sera aligné sur la diagonale A4, E8. Et donc les blancs souhaitent pouvoir profiter de ça dans tous les cas de figure, et le seul moyen de le faire, c'est... pardon, j'ai cliqué là où il ne fallait pas cliquer, voilà. Le seul moyen de faire... de pouvoir profiter, de chacun de ces coups, c'est de passer par la case D1, parce qu'on va viser à la fois la fameuse diagonale H3, C8, mais aussi la diagonale A4, A4, E8. Donc, ici, ça va être une position symétrique, donc logiquement, les variantes vont se ressembler énormément. Donc si le roi décide de partir sur C6, on va exploiter cet alignement avec dame A4 échec, et après roi D6, le pion va entrer en jeu à son tour avec le coup E5. Évidemment, le roi ne peut pas prendre sur E5, car il quitterait la défense de sa dame et il n'y aurait plus qu'à ramasser le matériel. Et en cas de roi E6, on a cette fois-ci dame G4, donc on voit... la géométrie, hein, on est parti de D1, on est passé par A4, on arrive en G4, et on parvient à profiter de cet alignement avec un rôle prépondérant du pion qui contrôle la seule case où le roi aurait aimé se rendre, c'est-à-dire la case D6. Donc ici, les noirs n'auraient pas le choix, il faudrait prendre le pion, abandonner la dame, et la partie serait terminée. On comprend facilement qu'après dame D1 échec, en cas de roi E6, c'est la même chose mais dans un ordre différent. On commence par dame G4, roi D6 est le seul coup, E5 nous permet de dévier le roi, et en cas de roi C6, dame A4 échec nous fait gagner la dame. Donc
un jeu parfait sur les cases blanches, ce qui coïncide vraiment très très bien avec le jugement de la position et le fait que les fous de couleur opposée sur l'échiquier donnaient son caractère très tactique à la position. Oui, une belle géométrie avec notamment cette manœuvre de dame. C'était une sorte de triangle entre D1, A4 et G4. Donc très esthétique et très sympa. Et en tout cas, c'était très clair, comme d'habitude. Merci Laurent pour tes explications. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, vos suggestions, vos idées pour éventuellement améliorer ce que l'on publie quotidiennement. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle publication. Au revoir. À bientôt.